Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Comme vous l'avez constaté à travers ces images, un contingent de l'armée kényane est entré officiellement en République démocratique du Congo via l'aéroport international de Goma en province du Nord Kivu. C'est dans le cadre des mutualisations des forces des pays de l'Est d'Afrique, l'EAC, c'est la communauté régionale dont il s'agit pour stabiliser l'Est de la RDC écumé par des groupes armés, des violences armées. En ces moments, nous parlons du M23. La situation reste tendue dans les zones des combats entre ce mouvement terroriste et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est notamment sur les fronts des Kisigari et Rugari en territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, les forces armées de la RDC avancent très bien sur le front nord. Les sources locales renseignent également qu'il y a eu 6 civils tués et 3 autres blessés dans la région depuis la reprise des combats de vendredi et ce samedi matin dans cette partie de la province du Nord Kivu. Dans un briefing des presses, le porte-parole du gouvernement et le ministre congolais des Affaires étrangères ont évoqué la situation générale sur le terrain. Quelles sont les conditions pour que le gouvernement congolais dialogue avec le M23? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Nous allons vous laisser suivre dans cet extrait Christophe Lutundula et Patrick Muyaya, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères et ministre de la Communication et des médias également, porte-parole du gouvernement pour être fixé de l'actualité sur le terrain dans le territoire de Rutshuru. Mesdames et messieurs, suivez. Merci beaucoup. Sur le plan diplomatique, vous avez dit que j'étais le général. Je crois que le général, c'est le président de la République, qui est le premier diplomate. Moi, je suis peut-être le commandant des opérations, sous ce plan-là. Oui, il y a eu certainement des avancées importantes. Je crois que l'opinion nationale et internationale a suivi les prises de position de certains partenaires qui rejoignent de plus en plus notre façon de voir le processus de paix se dérouler et devenir un processus finalement prometteur. Pour être plus concret, les faits marquants sont les suivants. Premièrement, vous l'avez certainement dit, il y a eu la rencontre de Luanda, je crois que c'était le dimanche, non, le samedi de la semaine dernière. Nous avons eu une réunion à 2 niveaux. D'abord, au niveau ministériel. Mes collègues de Rwanda, Vincent Biruta, et moi-même, sous bien sûr la médiation du collègue de l'Angola, Antonio Tete. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau des chefs de service d'intelligence. À notre niveau, vous avez suivi le communiqué, au niveau des chefs d'intelligence, ils devaient poursuivre les discussions. Ça n'a pas été sanctionné par un communiqué parce qu'il y a eu des points de divergence qui n'ont pas été vidés. Ce qui est important, à mon sens, par rapport à ce processus, c'est que, nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue parce que vous savez qu'avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause parce qu'il fallait que ces élections se déroulent et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc il fallait relancer là, nous tous nous étions d'accord. Étant entendu bien sûr que nous avons aussi le même point de vue, de la manière de résoudre la crise, c'est-à-dire que c'est marqué dans le communiqué que nous considérons que le dialogue diplomatique était le moyen le plus approprié, en tout cas le moins coûteux. Un deuxième élément, c'est que on a réaffirmé ce qui était déjà convenu dans la feuille de route de Luanda et nous avons
arrêté, pour ne pas dire que nous avons noté, parce que la décision était déjà prise au niveau du président Lourenço, que le mécanisme ad hoc de vérification des accusations des uns et des autres, mécanisme piloté par le général Joao de l'Angola et constitué des observateurs angolais, ce mécanisme allait démarrer illico presto. Et parce que vous êtes les hommes des médias et les femmes des médias, vous savez que depuis, je crois, le mardi, le général Joao est déjà à Goma avec son équipe. Notre officier de liaison, le général Sassa, est déjà là aussi. Vous avez vu des images. Et j'ose croire, parce que je ne l'ai pas vu, que du côté du Rwanda, l'officier de liaison devait être là aussi. Parce qu'il y a l'équipe, elle est angolaise, mais il y a un officier de liaison en général, du côté congolais, et un officier de liaison dont on nous a dit qu'il aurait été déjà nommé du côté de Rwanda. On pourra, lors des échanges, préciser, donner une idée sur le travail à faire. Ça, c'est acquis, ça a démarré. Il y a aussi le fait que, je crois que c'est le troisième élément, nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire les ministres, nous avons convenu qu'il fallait, comme c'est consigné dans la feuille de route de Luanda, avoir des réunions de coordination avec nos collègues ministres, les autres ministres de la communauté d'Afrique de l'Est, et pourquoi pas étendre ces réunions aux collègues ministres des pays membres de la CIRGL. Et d'ailleurs, le principe, c'est qu'on a dit qu'il fallait des réunions de coordination à tous les niveaux, étant entendu, bien sûr, que le président Joao Lourenço lui-même est en contact permanent depuis longtemps avec le président Uhuru, qui aujourd'hui est médiateur, désigné par la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que le quatrième élément, c'est que le président Lourenço, qui nous a demandé, chacun à ce qui nous concerne, d'expliquer à nos chefs d'État respectifs les éléments de convergence, a décidé de reprendre langue avec le président Kagame et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Ceux qui suivent, qui ont le temps de suivre les infos, je pense qu'ils savent que le président Kagame, aujourd'hui, le président Lourenço, est aujourd'hui à Luanda et demain, il arrive ici pour consulter notre chef de l'État et par la suite, il verra dans quelle mesure, le moment venu, avoir une réunion élargie. D'abord, j'allais dire, première réunion au niveau de la CIRGL et par la suite élargie CIRGL et Communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, ça c'est Luanda en quelques mots. Deuxième fait marquant, c'est que, enfin, la force régionale est en déploiement. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est vous-même, les médias, qui diffusez les images et les infos. Nous avons vu qu'effectivement, en première séquence, le président Ruto a présidé une cérémonie, évidemment comme ça se fait dans l'armée, qui a lancé le coup d'envoi au déploiement. Au moment où nous parlons, il y a déjà des militaires kenyans qui sont à Goma et ça va continuer, sans oublier que les troupes burundaises sont déjà là, du moins dans la partie qu'elles devaient occuper. Donc là aussi, c'est un processus qui a démarré de ce côté-là. Nous avons eu en dernière phase, un dernier élément, comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication, nous avons eu, je crois, le lundi, à Sharm el-Sheikh, une réunion de consultation, par un sommet des chefs d'État, organisé par le président Ndayishimiye, qui est le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, la réunion qui a connu la participation de Madame la présidente de la Tanzanie, le président du Burundi, qui a présidé, le président du Rwanda, le président du Kenya, et notre pays était représenté par Monsieur le Premier ministre. Bon, il manquait évidemment l'Ouganda et la République du
du Sud. Là, il y a eu la même convergence, à savoir qu'il est temps d'appliquer les points sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et de voir que le processus de paix avance comme il se doit, de manière à ce que, si vous voulez, on mette fin à cette agression. C'est moi qui utilise l'expression, je ne vais pas prêter l'expression à d'autres pays, et on mette fin en tout cas à la crise sécuritaire à l'Est et que le processus de Nairobi reprenne son bonhomme de chemin avec toutes les chances de réussite, c'est-à-dire en fait avec beaucoup plus d'efficacité, comme convenu dans tous ces volets politiques et militaires. Voilà, grosso modo. Bon, je crois que les comités de sanctions des Nations Unies, déjà ici à Kinshasa, on pourra en parler chemin faisant. Voilà. En fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Pour la divagation de ce groupe armé et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sun City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, qu'ils acquièrent des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça a évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme ministre des Affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel
pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner des détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Ça signifie quoi? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, la plus haute autorité politico-administrative, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Nous reviendrons bien sûr pour vous parler de l'évolution de la situation sur le terrain et à travers d'autres vidéos sur Afro Info 243. Vous allez découvrir ce qui se passe au niveau des Rutshuru. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-la également si elle vous a plu. Abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour rester à la une de l'actualité de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.